Voilà, alors je proposais de donner tout d'abord la parole à Anne, puisque Anne Jacob, elle travaille pour Praxis. Et alors ça, c'est toujours un, un point un peu plus difficile en matière de violence. La lutte contre les violences, ça fait toujours quand même, enfin, parmi les inégalités, c'est celles qui sont les plus difficilement contestables. Donc voilà, il y a plus ou moins un consensus pour lutter sur les violences. Au niveau principe, au niveau des moyens, c'est un peu différent. Mais dans la lutte contre les violences, il y a tout ce qui est lutte contre la récidive et évidemment tout ce qui est accompagnement des auteurs de violences. Et c'est vrai que si c'est facile politiquement de parler d'accompagnement des victimes, c'est beaucoup plus difficile d'en parler d'accompagnement des auteurs. Pourtant, c'est quand même crucial. Voilà. Mais on parlera des auteurs, mais j'aimerais bien d'abord donner la parole parce que au niveau de la ligne d'écoute, puisque Anne Jacob, avec son association, fait partie du pôle de ressources spécialisées et à ce titre-là, collabore avec deux autres associations dans l'écoute téléphonique. Alors, peut-être que tu vas Ah, nous... ça y est. La Karine qui arrive. Voilà, va peut-être nous rappeler, et surtout le numéro de la ligne, et peut-être comment ça a évolué. Et voilà, on te laisse la parole. Merci Anne. Je salue une de mes partenaires, puisque Bijou est là-bas et qu'au CVFE, on est ensemble à la ligne d'écoute. Bonsoir. Et à celle que je ne connais pas. Donc, effectivement, la ligne d'écoute a vraiment été quelque chose de crucial pendant la période de confinement. Il y a eu énormément d'appels et donc une augmentation significative d'appels dès, je vais dire, début avril, donc le temps qu'on fasse circuler le numéro qui a été très bien médiatisé. Et on a eu jusqu'à une augmentation, enfin un triplement des appels. Donc il faut dire qu'avant le confinement, en moyenne, on avait 20 à 25 appels par jour. Et que, en tout cas, je parle du 0800 parce que vous savez qu'il y a un relais qui se fait sur des lignes d'écoute généralistes après 19 heures. Il y a eu aussi des augmentations d'appels chez eux, puisqu'on a leurs chiffres, puisque tout passe par Proximus, et on a le relevé des appels. Mais donc, le record d'appels a été de 175 appels un jour. Et on avait un très bon taux de prise en charge de ces appels grâce au triplement de la ligne. Donc, on a installé une troisième ligne qui va rester fonctionnelle jusqu'à la fin de l'année grâce à l'appui politique de la COCOF et de la région wallonne. Enfin, j'aurais dû le dire dans l'autre sens. Et donc, maintenant, on voit une diminution importante du nombre d'appels. Donc, dans la dernière semaine, donc ici, la semaine précédente, on a eu, la dernière semaine de mai, on a eu 45 appels en moyenne et la première semaine de juin, on revient à 30 appels par jour. Comme on travaille par tranche de 5 heures, enfin, il y a deux écoutants qui sont ensemble pendant 5 heures, puis deux autres pendant 5 heures, et puis enfin, on garde la troisième ligne, ben, ça reste quand même un taux d'appel important pour chaque écoutant. Voilà. Et il faut dire aussi, pour être complet, qu'on a eu pendant tout le confinement des appels du réseau. Les appels des victimes étaient assez courts parce que ben, confinement égale complexification d'appels en autonomie. Hein, donc, c'était parfois des appels de fond de jardin, des appels depuis la toilette, etc. Et beaucoup d'appels du réseau, très solidaires, qui proposaient des gîtes, des maisons, des écoutants plus. Enfin, voilà, on a reçu beaucoup d'offres de services. Et puis, on a reçu aussi des appels du réseau qui manifestaient des inquiétudes. Donc, en disant ben, on ne sait plus avoir accès à notre fille ou à notre fils, mais enfin, souvent à la famille, à notre fille. On ne sait pas ce qui se passe, on est inquiet, comment est-ce qu'on peut faire? Et donc, voilà, c'était des appels où on essayait d'apaiser un peu les personnes, mais enfin, c'était un travail sur les angoisses et sur la puissance, parce que c'est vrai que c'était vraiment compliqué. Avec les victimes, on a eu à plusieurs reprises à devoir lever l'anonymat pour des situations d'urgence. Ça s'est passé quelques fois. Et, ce qui n'est pas la politique de la ligne d'écoute, hein, puisque c'est
gratuit et anonyme, c'est les deux caractéristiques. 3-4 fois, on a levé l'anonymat. Et on a travaillé avec celles qui nous appelaient sur des stratégies des positionnements stratégiques puisqu'elles n'avaient pas la possibilité de partir. Enfin, il y en a qui sont partis quand même, mais bon, Yamina est là, elle pourra dire que les refuges ont été très, très vite saturés, les hôtels qui ont été ouverts en plus. Donc, il y avait toute une partie des victimes qui étaient vraiment obligées de rester à la maison. Et donc, on a travaillé un peu sur des positionnements plus stratégiques pour éviter les coups et pouvoir tenir le coup dans un contexte compliqué. Et donc, voilà, le nombre d'appels diminue et il faudra qu'on fasse… on n'a pas une analyse qualitative de tous les appels, c'est impossible, il y en avait beaucoup trop. Mais voilà, ça a été quand même une période très sollicitante et psychiquement fatigante pour tous les écoutants, qui se termine tout doucement avec des modes plus divers de prise en charge qui ne seront pas que l'écoute de la ligne d'écoute. On aura bientôt un Zoom avec le 107 pour faire un petit peu aussi le débriefing de cette période et voilà, d'en tirer des enseignements ensemble. Alors, en ce qui concerne les auteurs, comme ça on aura fini avec la partie un peu désagréable pour tout le monde, hein, c'est qu'on a fait un travail, Praxis a fait un travail systématique de suivi téléphonique des auteurs qui étaient chez nous et qui, de notre point de vue, a été utile parce que quand nous avons… Donc, c'était un suivi hebdomadaire. Je vais dire que 10% d'entre eux seulement ont refusé le contact. Attends, Anne, je crois que tu devrais peut-être expliquer, parce que tout le monde ici ne connaît pas Praxis. Ah, d'accord. Je crois que tu devrais peut-être expliquer ce que tu fais. Ça va, d'accord. Donc, Praxis est une ASBL qui existe depuis 30 ans et qui intervient dans le suivi des auteurs dans toutes les grandes villes de Wallonie et dans tous les arrondissements judiciaires anciennes moutures. Donc, il y a chaque semaine une quinzaine de groupes qui sont animés en soirée et en plus d'autres groupes qui sont animés le week-end. C'est une approche de groupe, donc, et qui vise la responsabilisation des auteurs. Alors, 75% de ces auteurs sont amenés chez nous par la justice et 25% sont des auteurs volontaires, c'est-à-dire sans contrainte judiciaire. Parfois d'autres types de contraintes, mais sans contrainte judiciaire. Et donc, quand le confinement est arrivé, on avait 240 auteurs en suivi chez Praxis. Tous nos groupes sont pleins tout le temps, nos délais d'attente sont super longs. Le confinement n'a rien arrangé en matière de délai. Mais bon, voilà, on avait déjà créé des liens ou des accroches avec beaucoup d'entre eux. Et on s'est dit, ça vaut le coup de faire de l'accompagnement pour essayer de faire de la prévention, de dégradation de certaines situations, ou bien certains hommes qu'on connaissait, donc on connaissait les difficultés. On s'est dit, chez eux, ça va vraiment être compliqué. Enfin, ça a été déjà compliqué dans les couples où il n'y a pas de violence. Alors, dans ces couples-là, c'était encore plus compliqué. Et donc, voilà, je dirais que 90% de ces hommes ont accepté l'écoute, le contact téléphonique parce que spontanément, ils n'appelaient pas. Ils n'appelaient pas et spontanément, d'ailleurs, ils appellent peu la ligne d'écoute parce qu'ils ne l'identifient pas bien ou bien parce que pour appeler une ligne, il faut reconnaître qu'on a un problème. Et comme la caractéristique principale des auteurs, c'est la minimisation et la justification et le déni, forcément, ils n'appellent pas en disant « je suis auteur de violence ». D'ailleurs, la plupart du temps, quand ils appellent la ligne, c'est pour dire « j'ai un problème de violence dans mon couple, ma femme ceci, ma femme cela ». Et c'est à l'occasion de la discussion avec eux qu'on dit monsieur, est-ce que de votre côté, il n'y aurait quand même pas un souci? Est-ce qu'il ne se passe pas ceci? Est-ce qu'il ne se passe pas cela? Et qu'on en vient, grâce à l'écoute, à dire vous devriez vous adresser à une structure d'aide. Et donc, la ligne d'écoute aujourd'hui est quand même un fournisseur assez important d'auteurs volontaires chez Praxis. Hein. Nos collègues, on n'est pas là toujours à la ligne d'écoute, mais nos collègues renvoient assez souvent chez nous parce que, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est une vieille ASBL. Et aujourd'hui, je pense que
tout le monde s'accorde à dire que le travail qu'on fait est compliqué mais utile et qu'il est nécessaire. Et voilà. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que ce travail d'écoute téléphonique, de rappel téléphonique et de rappel régulier, était une pratique intéressante et dont certains d'entre eux nous ont remerciés d'ailleurs, en disant on ne pensait pas que vous tracasseriez pour nos familles, parce qu'on disait toujours qu'on prend des nouvelles de votre famille. Ce n'était pas seulement d'eux, mais c'était de leur famille. Et plus de 80% de ces auteurs sont revenus à la première séance où on les a réinvités. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous, parce qu'on se dit que c'est grâce au fait… Enfin, donc, voilà, ils se sont remobilisés, ils sont revenus. Certes, il y a la contrainte judiciaire, mais les volontaires sont revenus aussi. Ils sont présents, ils acceptent les consignes de sécurité, de distanciation sociale et de masque. Pas évident, ils acceptent. Mais de toute façon, s'ils n'acceptent pas, on ne va pas mettre le groupe en danger, donc ils ne resteront pas dans la séance. Et donc, voilà, on est assez content de ce retour des auteurs. Et donc, nous, nos inquiétudes, elles portent vraiment sur les auteurs qui n'ont pas été suivis. Parce qu'on a constaté que dans nos groupes et grâce à notre suivi, il y a tous ceux qui n'ont pas voulu nous parler et qui n'ont pas voulu qu'on les appelle et qui nous ont dit arrêtez de nous fliquer. Donc pour ceux-là, on peut évidemment avoir les plus grandes inquiétudes. Mais pour les autres, nous avons vraiment, et nous avons repris le travail avec eux, et nous avons vraiment la conviction que ce travail d'accompagnement a été utile et que les récidives ont été contenues. Donc on a fait vraiment de la prévention primaire. Et je me rappelle Enfin, moi, j'ai suivi moi-même un auteur toutes les semaines, pendant 1 heure, pendant tout le confinement. Et à la première, je donne un exemple, mais ça peut être intéressant. À la première séance où on discute, il me dit, bah oui, le confinement, je suis revenue chez ma compagne, et parce qu'on avait des maisons différentes, mais comme on est confinés, on s'est confinés ensemble et ça ne se passe pas bien. Donc je dis, bah, monsieur, pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de retourner chez votre compagne? C'est vraiment la plus mauvaise décision que vous pouviez prendre, puisque votre vie ensemble régénère des tensions et des risques de passage à l'acte. Et alors, on a travaillé ensemble sur je retourne chez moi, et monsieur a accepté. Et donc, le travail a consisté à ce qu'il retourne chez lui et à ce qu'il puisse aménager sa relation avec sa compagne pour qu'il puisse se voir quand même de temps en temps sans les enfants. Et je pense, de mon point de vue, je pense avoir évité très certainement des violences psychologiques, voire des violences enfin, des mises sous tension des enfants grâce à ce travail. Donc voilà, c'était un petit exemple. Donc, je trouve que le politique est très sensible. Les maisons de justice, donc la ministre qui les accompagne, mais en tout cas le directeur francophone des maisons de justice nous a téléphoné très très vite en disant on entend les chiffres de la ligne d'écoute, on entend des difficultés dans les familles, on veut savoir si vous avez mis en place des dispositifs avec les auteurs. Donc, on ne les avait pas attendus pour le faire, mais ils s'en sont inquiétés. C'est positif. On a eu des Zooms avec les directeurs des maisons de justice. On nous a demandé si les assistants de justice qui étaient en difficulté avec un ou l'autre dossier pouvaient nous contacter pour en discuter et si on serait d'accord de faire des réunions par Zoom avec elles. Donc, je trouve qu'il y a eu une vraie préoccupation de tous les niveaux politiques pour la question des violences conjugales, mais spécifiquement sur le suivi des auteurs. Donc, voilà, moi, je trouve qu'on a eu un pouvoir politique réactif, soucieux, et on a été, évidemment, on a participé, enfin, moi, pas personnellement, mais les pôles de ressources ont participé aux task force, et puis, on a aussi été mobilisés sur les demandes soutenues par la plateforme que Céline représente ici. Et donc, voilà, je trouve que beaucoup de choses ont été actives pendant ces 2 mois. Merci. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de mettre de dire dans l'introduction, bon, le but aussi de cette réunion-ci, c'est de revenir avec des propositions et des recommandations. Donc, toi, Anne, à la lumière de toute cette période qui a été très intense, ou même au-delà de ça, si tu devais donner une recommandation pour lutter plus efficacement contre les violences, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui te vient en premier? Moi, ça fait longtemps que j'en parle, mais c'est l'occasion de reparler ici. C'est que je pense qu'on doit s'engager dans un travail de prévention primaire avec les auteurs
et qu'il faut médiatiser la ligne 0800 davantage comme une possibilité d'appel, puisqu'on s'est rendu compte que les conversations téléphoniques pouvaient désamorcer des situations et permettre une première prise de conscience de la nécessité d'une prise en charge. Et donc, voilà, je trouve qu'il faudrait que le 0800 fasse l'objet d'une campagne spécifique pour l'identifier auprès des auteurs et une campagne intelligente auquel je trouve que Praxis devrait être associée pour que les messages ne soient pas trop gnangnan ou trop bateaux. Hein, enfin, voilà, on peut dire beaucoup de bêtises aussi et des choses trop simples. Donc, comment dire des choses justes en étant capté par un maximum de personnes. Je pense aussi que la ligne, enfin, qu'une autre recommandation, c'est à certains moments, je trouve ça, enfin, on verra si le maintien de la troisième ligne s'avère utile dans le temps, mais cette réactivité dont on fait preuve les écoutants et on fait preuve les pouvoirs politiques pour augmenter la capacité de prise en charge des appels et cette rapidité à se mobiliser, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir retrouver si à un moment on revivait des périodes comme ça, c'est-à-dire cette capacité à être tous ensemble sur le pont très rapidement. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est produit. Je trouve qu'il y a eu une solidarité énorme entre plein de gens sur cette question-là voilà, de l'écoute. Enfin, il y a d'autres personnes ici autour de la table qui ont des choses à dire là-dessus, mais voilà. Donc, beaucoup de souplesse à la fois dans les procédures, dans la mobilisation des moyens financiers qui ont été mis quand même, voilà, enfin, je veux dire, tripler la ligne d'écoute, ça coûtait quelque chose, hein, forcément. Et donc, je trouve que cette réactivité était impressionnante. Quand on dit qu'on est parfois un peu victime de nos régionalisations, de notre fonctionnement, du découpage entre la COCOF, la communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ici, c'était vraiment remarquable. Je trouve que c'était remarquable, la manière dont ça a fonctionné. Merci beaucoup, Anne. On va donner la parole à Céline Caudron. Céline, est-ce que tu voulais que je diffuse, que je partage le PowerPoint ou pas? Je veux que tu m'as envoyé le PowerPoint que vous aviez fait pour la CIM. Non, parce que ça va être trop long. On a mis une demi-heure chacune pour le présenter. Ça a fait 1h30, donc on va vous épargner ça. Voilà. Céline Caudron, donc, de Vie Féminine. Enfin, tu vas peut-être te présenter toi-même pour celles qui ne te connaîtraient pas. Bonsoir à toutes et merci pour l'invitation et désolée d'être arrivée un peu en retard. Donc moi je suis coordinatrice à Vie Féminine et donc Vie Féminine, contrairement à Praxis, c'est pas un service spécialisé sur les violences faites aux femmes. On est un mouvement féministe d'éducation permanente et donc on fait un travail plutôt généraliste avec les femmes des milieux populaires en Wallonie et à Bruxelles sur les réalités qu'elles rencontrent tous les jours. Et dans ces réalités-là, il y a évidemment les violences conjugales, les autres de violences aussi, mais notamment les violences conjugales qui apparaissent très souvent. Et donc, de fait, à force de travail de terrain, on a commencé à creuser la question pour s'équiper un petit peu sur une intervention à ce niveau-là. Et donc, nous, on ne fait pas de l'accompagnement individuel des femmes. C'est plutôt un travail collectif, un travail de mise en réseau et de création de solidarité. On essaie de mettre en place des réseaux soutenants entre femmes pour qu'elles puissent s'appuyer les unes sur les autres. Mais donc, voilà, il n'y a pas d'accompagnement individuel, il n'y a pas d'hébergement, il n'y a rien de tout ça. Mais je voulais quand même souligner ça pour dire que dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est vraiment important de pouvoir intervenir à différents niveaux en même temps et de manière coordonnée. Et donc, le travail que nous, on fait d'éducation permanente, à mon avis, c'est un travail super important en termes de prévention pour justement pouvoir renforcer les femmes, qu'elles sentent plus fortes dans leur potentiel, dans leur capacité, dans leur stratégie. Et ça, c'est aussi de la prévention primaire qui est importante pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et un autre aspect très important, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Et donc là, ça fait quand même, je dirais, 3-4 ans qu'on est en train de développer une pratique de plus en plus régulière avec différentes associations et services sur les violences faites aux femmes. C'est ça qui a donné naissance notamment au manif du 25 novembre. Hein, c'est cette collaboration renforcée entre différentes organisations. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à avancer parce qu'alors on partage nos expertises avec chaque fois des regards un peu différents, mais qui viennent compléter une vision globale de la situation qui est franchement pas rose. Donc, vous avez peut-être entendu parler du rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul en Belgique. C'est un rapport qui a été fait par l'associatif de terrain sur qu'est-ce qu'on fait en Belgique contre les violences faites aux femmes. Et c'est quand même vachement alarmant. Eh bien, tu as les réponses, s'il vous plaît. Pardon? Ben, dis à Lucas alors. Attendez, je vais peut-être demander à fermer vos micros, surtout s'il se passe des choses chez vous. Voilà.
Ce sera meilleur pour le son aussi. Et Voilà. donc, dans le rapport alternatif qu'on a déposé en février 2019, il y avait sur 120 pages une série de constats qui étaient déjà dramatiques. Donc ça, il faut le dire aussi, le confinement n'a pas créé de nouvelles situations. C'est juste un miroir grossissant sur une situation qui était déjà problématique avant et qui, évidemment, a explosé dans un contexte de confinement où on va voir que les auteurs de violences vont être renforcés dans leur stratégie de contrôle et d'emprise. Et les victimes, elles vont avoir moins de possibilités justement de se défendre à cause du confinement. Mais ce n'est pas le confinement qui a créé des problèmes. Le confinement a juste amplifié les problèmes qui existaient déjà avant. Et ça, c'est vraiment important de se le dire parce que si on parle de quelles mesures concrètes on doit prendre maintenant, il faut penser à des mesures immédiates parce que ça fait des années qu'il y a des urgences en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc des mesures immédiates, mais aussi des mesures à long terme. Donc les choses qui ont été évoquées par Anne, c'est vrai que du côté des régions, il y a eu une réactivité plutôt rapide en fait sur la ligne d'écoute, sur les hébergements d'urgence. On a diffusé le numéro 0800, etc. Donc il y a eu des choses qui ont été faites et donc ça démontre bien aussi que c'est possible, hein, à nouveau. Hein. Donc là, on peut débloquer de l'argent. Là, on a une volonté politique. Là, on arrive à se coordonner. Donc c'est possible de le faire. Donc c'est vrai que ça, il faut retenir ça pour la suite. Mais on a eu vraiment du mal à activer les autres niveaux de pouvoir et en particulier le niveau fédéral. Là, c'était vraiment compliqué d'obtenir quelque chose du niveau fédéral qui se lavait un peu les mains de tout ça. Et donc, c'est en voyant ça qu'avec d'autres assos, on s'est dit qu'il faut qu'on les interpelle. Et donc, on leur a envoyé une lettre ouverte au mois d'avril, 2 lettres ouvertes en fait, qui ont été signées par une quarantaine d'organisations. On a envoyé ça au ministre de la conférence interministérielle droits des femmes, parce qu'ils se réunissaient d'abord sur les violences faites aux femmes et on voulait attirer leur attention sur les difficultés qu'on voyait pour qu'ils mettent en place des mesures urgentes, mais aussi pérennes dans le temps. Et donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'après on a terminé par faire une audition le 28 mai dernier, et ça c'est le PowerPoint que je vous ai envoyé. On a été entendu le CFFB, le Vrouwenrad et moi pour Vie Féminine, avec les différents points qu'on avait amenés ensemble dans les lettres ouvertes. Donc, on n'a pas vraiment le temps de faire tout un parcours de tout ça. Moi, j'insisterai quand même sur l'importance de renforcer structurellement les associations de terrain. Donc, on voit toute l'importance d'associations comme Praxis, c'est essentiel. Il faut des gens qui fassent ça. On voit l'importance des gens qui font la ligne d'écoute, c'est aussi essentiel. Je souligne aussi l'importance de l'éducation permanente en termes de prévention. Et donc, tout ça, c'est des gens qui doivent prendre le temps sur le terrain de faire de vraies campagnes de prévention qui ne sont pas que des campagnes de communication, mais qui sont aussi des campagnes avec le public, où on va parler avec le public concerné, donc les hommes et les femmes, puisqu'on est tous concernés par les violences, et des moyens sur le terrain pour pouvoir accompagner les victimes correctement, en respectant le rythme, donc ça prend du temps, et aussi évidemment pour accompagner, suivre les auteurs, et ça, suivre les auteurs, Anne l'a bien dit, ça ne se fait pas tout seul, hein, il faut passer du temps pour parler avec eux, et c'est aussi quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc, pour moi, vraiment, c'est essentiel de renforcer les travailleurs sociaux de terrain, en fait, qui bossent là-dessus, parce que sans ça, on n'arrivera à rien. Après, il y a d'autres volets auxquels on pense souvent. Quand on parle violence faite aux femmes, on pense tout de suite police-justice. Mais ça, c'est des choses qui arrivent après, en fait. Et donc, avant de se poser la question de renforcer la police et la justice là-dessus, d'abord, il faut renforcer les associations de terrain, c'est déjà super important. Et faire du vrai travail de prévention, notamment vers les auteurs, parce que ça, on n'y pense jamais. Et c'est quand même un peu con, parce que quand on pense de prévention en sécurité routière, on s'adresse à tous les conducteurs qui pourraient commettre une infraction. On pourrait faire la même chose sur les violences faites aux femmes, s'adresser à tous les hommes qui pourraient peut-être un jour commettre des violences aux femmes. Donc voilà, il faut un peu changer de la logique et ça, on est encore très loin de ça. Un petit mot quand même sur la police et la justice, parce que là aussi, il y a beaucoup de travail à faire, mais vous savez, comme moi, que c'est des institutions très lourdes et très dures à changer, donc on ne va pas y arriver du jour au lendemain à changer les grosses choses qui a changé à ce niveau-là. Vous avez vu le reportage dramatique sur la police qui est passé à l'RTBF la semaine passée, donc voilà. Moi, personnellement, et je ne suis pas la seule, je n'ai pas du tout confiance dans cette institution-là pour lutter contre la violence faite aux femmes. Il y a de gros dysfonctionnements qu'on a pu aussi lister avec Vie Féminine dans une étude qu'on a sortie en 2018. Mais n'empêche que la police, on pourrait avoir aussi des mesures très concrètes sur le rôle qu'elle pourrait jouer en matière de protection. Parce que la police a des missions de protection. Et donc, dans ces missions de protection, elle pourrait les faire mieux. Donc, dans la lettre ouverte, une des mesures qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait des moyens qui soient affectés, déjà qu'il y ait une directive fédérale pour toutes les zones de police, pour dire que dans chaque zone, il y ait des moyens qui soient affectés pour qu'il y ait des équipes qui soient formées et qui interviennent sur les violences conjugales et les violences faites aux femmes. Et donc, c'est important qu'il y ait des équipes à attribuer pour ça, pour qu'il y ait une vraie formation, parce qu'on se rend bien compte que c'est compliqué de former tous les agents de police et qu'en plus, il y en a pour qui ça ne sert à rien de les former parce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc, autant se dire d'essayer de faire quelque chose d'efficace et donc de s'adresser à peut-être des cellules dans les commissariats de police. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait une impulsion politique fédérale.
Donc en Belgique, vous savez qu'il y a la police intégrée avec une autonomie des zones de police. Et c'est toujours ce qu'on nous répond au fédéral en disant « Ah ouais, mais il y a l'autonomie des zones de police ». Sauf que nous, on constate qu'avec la crise du Covid, il y a bien une directive du fédéral pour que, la police locale, en fait, se charge de vérifier le respect des mesures de confinement. Ils ont fait ça partout. Pourquoi ils ne pourraient pas le faire pour les violences? Pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui a été fait du côté wallon et même en région bruxelloise et en région flamande, avec une réactivité et des moyens qui sont mis dessus. Donc, ça, c'est aussi des choses à creuser. Et alors, je terminerai là-dessus pour ne plus être trop long. Il y a plein d'autres points, hein, mais un autre truc qui me tient à cœur, c'est toute la question des enfants exposés aux violences conjugales. Donc ça, on en parle aussi de plus en plus, mais on constate aussi que dans les faits, il y a un gros problème là-dessus, et notamment pendant le confinement, il y a beaucoup de femmes de notre réseau qui venaient avec les problèmes qu'elles avaient par rapport à la garde alternée, évidemment. Donc, avec un ex-mari violent qui utilise les enfants pour exercer des pressions psychologiques, aussi parfois des violences physiques, dans le cadre d'une tension qui monte de plus en plus, avec les mesures sanitaires à respecter. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, là aussi, ça mettait en lumière tout le problème qu'il y a au fait qu'on ne prend pas en compte le fait que les mamans et les enfants sont des co-victimes des violences conjugales. Et ça doit être pris en compte dans le cadre de la justice civile. Les violences faites aux femmes, ce n'est pas que du pénal, ce n'est pas que des coups. Ça se poursuit après la séparation, et donc le civil doit aussi tenir compte des violences conjugales, notamment sur l'impact sur les enfants en termes de garde des enfants, par exemple. Et ça, c'est des mesures qu'on pourrait prendre aussi tout de suite. Notamment, il y a une loi de 2006 qui favorise la garde alternée le plus possible, sans se poser la question des violences conjugales derrière. Pourtant, la Convention d'Istanbul dit qu'on doit tenir compte des violences conjugales dans l'attribution de la garde. Ça ne se fait pas en Belgique. Ça, c'est des choses qu'on pourrait aussi changer directement et qui sont super importantes pour des enfants et des mamans qui maintenant sont en train de vivre des violences à cause de ça, à cause des institutions qui ne répondent pas aux besoins qu'ils connaissent sur le terrain. Et peut-être juste un petit truc de notre travail de terrain qu'on a à Vie Féminine. Comme nous, on n'est pas un service spécialisé, ce qui nous a inquiété beaucoup pendant le confinement, c'est surtout qu'on a perdu contact avec les femmes. Donc nous, on n'a pas reçu plus d'appels, parce qu'on n'est pas là pour recevoir des appels d'ailleurs, mais on n'a pas été sollicité davantage sur les violences conjugales. Mais par contre, il y a plein de femmes avec qui on a perdu le contact. Donc, dès le départ, ce qu'on a fait, c'était d'essayer de maintenir le lien entre les femmes de notre réseau, en passant des coups de fil, en mettant des permanences téléphoniques, en faisant des tours dans les quartiers. Parfois, il y a certaines régions qui allaient sonner chez les voisines et tout pour voir comment ça se passait, parce qu'on se rendait compte que comme on perdait le contact, et notamment on perdait le contact de femmes qu'on sait qu'elles vivent des violences conjugales chez elles. Et donc ça, c'était quand même assez alarmant. Donc nous, on a essayé de faire ce travail-là, de garder le lien social entre les femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi continuer à reconstruire, même dans la période de déconfinement, parce qu'après 3 mois coupé de tout le monde, ben vous le savez, si vous êtes en train d'expérimenter le déconfinement, il faut réapprendre aussi ça, à recréer du lien social. Et c'est aussi quelque chose d'important pour lutter contre les violences faites aux femmes, de pouvoir renforcer ce réseau social et que les femmes ne soient pas isolées. Voilà, je terminerai là-dessus. Après, on va... Oui, il y aura des questions. Merci beaucoup, Céline. Alors, on va passer la parole à Dominique Deshaies pour Amnesty, voilà, qui se mobilise aussi sur la question et peut-être... là, je ne sais pas dans quelle mesure tu as des chiffres et peut-être ou mettre en perspective avec les réalités d'autres pays ou autre chose. Hein. Bon, voilà. Il faut juste ouvrir le micro. Ça ira mieux avec le micro ouvert. On ne t'entend pas. Hein. On ne t'entend pas. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes les amies que je vois sur l'écran et à ceux que je ne vois pas. Alors, je suis effectivement coordonnatrice droits des femmes chez Amnesty et également membre du conseil d'administration du Conseil des femmes francophones de Belgique. Et comme Céline, je fais partie de la coalition Istanbul, coalition alternative Istanbul. Et également, ce qui est intéressant, on n'en a pas encore parlé ici, de la plateforme EVRAS, qui est la plateforme sur l'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective à l'école, point qu'il ne faut pas oublier dans tout ce dont on parle. Alors bon, je ne vais pas redire que cette crise du Covid a eu un effet de loupe sur ce qui existait depuis toujours. Je pourrais redire ce que Céline dit, ou elle l'a peut-être pas dit, mais elle le dit souvent, que la Belgique n'applique que 20% des préceptes de la Convention d'Istanbul. Petite parenthèse, c'est extraordinaire de penser, chaque fois je le dis, mais c'est quand même essentiel, qu'il y a tellement de violence contre les femmes qu'il a fallu faire une convention à ce sujet. C'est extraordinaire. Alors, c'est vrai, tu as raison, Anne, quand tu dis qu'il y a eu une réaction très rapide des autorités, mais ça a été des réactions ponctuelles et des réactions des entités fédérées. Ce qu'il faut absolument, nous, on imagine vraiment qu'il faudrait une réaction au niveau fédéral. Et je regarde notre députée ici présente qui ne va pas dire le contraire.
Il y a un plan d'action national contre les violences qui est de 2015 à 2019. Il s'est terminé en 2019. Depuis, on n'a aucun plan au plan fédéral, je dis bien. Faute d'un plan, nous, on aimerait bien avoir une loi cadre qui permettrait d'agir si jamais il y a un nouveau drame qui arrive, ou même de toute façon, d'une façon générale, il faut que ça soit pris au plan national. C'est un petit peu ce que Céline disait sur la conduite automobile. La violence contre les femmes doit devenir une cause nationale. On peut très bien en faire une cause nationale, comme on a fait de la sécurité routière une cause nationale. C'est tout à fait possible. L'autre problème qui est terrible, ce sont les données. Nous n'avons pas de données. Alors, Anne a parlé de triplement des appels. C'est peut-être plus facile de faire un recensement des appels, mais d'une façon générale, nous n'avons pas de chiffres sur les données des violences, sur les données des féminicides. Céline le sait bien, c'est elle qui a créé le blog Féminicide. On doit lire dans la presse pour savoir qui a été tué, quand et pourquoi. Donc là, il y a un problème majeur de données manquantes. Alors moi, je voulais très rapidement faire allusion à ce qui se passait un petit peu au plan international. La convention, avec le Conseil de l'Europe, on a fait une vidéoconférence dans ce genre, justement pour voir les membres du Conseil de l'Europe du Grevio, donc voulaient voir où en était l'application de la Convention d'Istanbul. Je rappelle simplement que le rapport sur la Belgique doit sortir au mois de septembre. Et je crains ou j'espère, je ne sais pas ce que je dois dire, qu'il soit très sévère pour la Belgique. Je crains qu'il soit sévère et j'espère aussi qu'il sera sévère pour donner un coup de force sur la nécessité pour l'État fédéral de faire quelque chose. Nous sommes un pays évolué, relativement riche. Il n'est pas normal que ça continue, que la situation continue. D'ailleurs, parenthèse, sur le plan budgétaire, il va falloir être extrêmement prudent parce que nous entrons maintenant dans une crise financière certaine. Et il ne faut absolument pas que, sous prétexte de cette crise financière, on diminue les aides apportées aux associations et qu'on ne tienne pas les promesses qui ont été faites juste avant la pandémie. Je ne sais pas où ça en est, mais actuellement, il y a 3 CPVS en Belgique, les centres à Saint-Pierre, à Liège et à Gand. Oui. Et la ministre Meuil avait promis juste avant la pandémie qu'il y en aurait un par province. Nous n'avons pas retrouvé l'arrêté, je l'ai cherché, nous n'avons pas retrouvé. Mais on avait promis qu'il y en aurait un par province et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ces centres d'accueil pour les femmes violentées où on trouve à la fois des médecins, des assistantes sociales, des infirmières légistes qui sont capables de faire des prélèvements, tout le monde n'est pas capable de le faire, des policiers qui sont là de façon volontaire, ce sont des policiers fonctionnaires, mais qui acceptent de travailler pour là, ce qui évite à la personne d'aller raconter 46 fois la même histoire et de pouvoir faire ça. Et ça, d'ailleurs, ça montre que dans les CPVS, il y a beaucoup plus les gens portent beaucoup plus plainte que lorsqu'on va simplement à la police, n'est-ce pas, Céline? Oui. Alors, il faut absolument travailler. Alors, cette réunion que nous avons tenue avec le Conseil de l'Europe, tous les États étaient du même avis, l'absence de collecte de données, la lenteur de la justice, la nécessité d'une approche holistique de l'ensemble des choses et notamment la nécessité de parler davantage des droits économiques et sociaux, sexuels, santé, éducation, que tout ça forme un tout. Il faut vraiment une approche holistique et pas donc une approche de formation permanente finalement et pas par petits blocs. Hein. Alors, dernière chose dont je voulais parler qui est assez intéressante, 2 autres choses encore pour ne pas prendre tout le temps, c'est que la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits a lancé une enquête auprès de toutes les associations, dont certaines sont ici, mais toutes les associations, pour leur demander d'ici le 30 juin quels étaient les problèmes qu'elles avaient rencontrés, quelles étaient les solutions qu'elles avaient pu trouver, quels étaient les problèmes qui subsistaient. Et nous avons décidé cette semaine, je crois, avec la coalition Istanbul, de demander à toutes les associations de m'envoyer à moi, parce que j'ai un peu plus de temps puisque je ne suis plus dans le monde du travail, de m'envoyer copie de leurs contributions et nous ferons un rapport de synthèse de tout ce que les associations auront envoyé à l'ONU, de façon, d'une part, à faire un rapport qui sera donné à tout le monde et peut-être de faire une certaine communication là-dessus. Ça sera quelque chose d'extrêmement concret. Et je termine en disant que demain, je vais diffuser ce soir, mais les parlementaires, je pense à Madame Matz, le recevront
avec une belle lettre signée par le directeur d'Amnesty, nous avons fait un guide pour l'Europe, protéger les droits des femmes et des filles pendant la pandémie du Covid-19 et dans la période qui suivra. C'est un rapport qui a été fait à la fois par Amnesty et par la Fédération internationale pour la planification familiale et le Women's Link Worldwide. Et donc ça, je vais l'envoyer à mes listes de réseaux qui sont monumentales et que tout le monde va… C'est un petit guide de 20 pages. Mais je voulais insister sur le fait que ce n'est pas une lubie que nous avons, nous, les associations, nous, les féministes, de penser qu'il y a des violences, puisque quand la rapporteure spéciale des Nations Unies s'en occupe, quand le Conseil de l'Europe s'en occupe, quand le Parlement européen s'en occupe, c'est vraiment qu'il y a un problème extrêmement grave. Donc, moi, je réponds à la question que vous alliez me poser, Dorothée. Ce qu'il faut, c'est une campagne nationale et que ça soit une cause nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. On va donner, j'ai bien vu que Louise voulait prendre la parole, mais je vais peut-être donner la parole encore avant à Vanessa Mas, donc notre députée fédérale, qui va nous expliquer peut-être aussi ce qu'elle a, le travail qu'elle a effectué tout récemment et qui concerne plutôt alors la cyberviolence, mais qui est une nouvelle forme de violence qui est venue s'ajouter aux autres, et peut-être de façon plus générale, et peut-être c'est vrai que les questions de savoir est-ce qu'un PAN, un plan national d'action contre les violences, mais on est en affaires courantes, donc sans doute pas, bien que à l'époque, Joël Milquet y était parvenu, même en affaires courantes. Et la question du centre, je ne sais pas exactement l'appellation, mais plutôt pour les violences sexuelles, ce centre donc, multidisciplinaires qui se sont ouverts dans 3 hôpitaux, donc à Bruxelles, en Flandre et à Liège. Bon, voilà, peut-être que tout ça est en stand-by et qu'on ne sait pas avancer, mais voilà. Merci beaucoup, Vanessa. On te laisse la parole et merci beaucoup pour ta présence. Bonjour à toutes et à tous. Merci Dorothée pour cette invitation et cette réunion qui est bien utile pour nous toutes et nous tous, je pense, d'avoir non seulement le retour du secteur associatif, mais pouvoir aussi confronter un peu les différentes expériences. Alors, pour essayer d'être assez rapide sur les 2 pans que tu me demandes d'aborder, d'abord, la question qui est aujourd'hui la violence faite aux femmes. Et je me place d'un niveau fédéral puisque c'est bien ce niveau-là pour lequel je suis élue et donc pour lequel j'essaye d'apporter tous les jours un tout petit peu des mesures nouvelles et essayer de pousser les ministres parce que j'ai bien entendu Madame Jacob qui rappelait les choses qui ont été mises en place au niveau des entités fédérées, en tout cas dans la période Covid. Il reste qu'au fédéral, il n'y a rien ou quasi rien qui a été mis en place pendant la période Covid. On pense aux 2 compétences, vous l'avez aussi signalé, la justice et la police. Alors, ce n'est pas faute d'avoir, dès le début, mis une série de propositions sur la table. Donc, dès fin mars, moi, j'avais proposé des choses qui ne coûtent rien du tout, qui sont une attention particulière, notamment que les services de police devaient avoir par le fait de généraliser une expérience qui se tenait à Bruxelles-Ville, de téléphoner aux victimes qui avaient déposé plainte depuis 3 mois pour avoir une forme de contact avec elles par rapport, et j'avais proposé sur base notamment du secteur associatif que j'avais eu, de pouvoir étendre aux auteurs présumés pour pouvoir maintenir une forme de pression aussi sur eux. Alors, cette circulaire, c'est la représentante qui a dit ben oui, c'est l'autonomie locale et donc c'est très compliqué, effectivement, depuis le dessus, le ministre de l'Intérieur d'imposer aux zones de police des choses très concrètes, sinon qu'on était parvenu à trouver une formule juridique que je lui ai d'ailleurs proposée par email, qu'il pouvait prendre sur base d'un concept qui l'autorisait à faire ça. Donc, il a beaucoup traîné des pieds et donc, ce fut assez compliqué d'avoir des résultats, mais il est clair qu'ils ont renvoyé une circulaire qui demandait aux policiers d'avoir une attention particulière. Et quand vous alliez zone par zone dire, au fond, qu'est-ce que vous faites concrètement, ils répondaient, on est obligé de rien faire, donc on ne fait rien, en gros, si j'essaye de synthétiser.
Alors, la justice a continué à fonctionner, mais elle a continué à fonctionner dans le même état que ce qu'elle fonctionnait avant la crise Covid, c'est-à-dire extrêmement mal, puisque les mesures d'éloignement, des mesures d'urgence, bien sûr, sont extrêmement difficiles à prendre. La justice n'a pas actuellement des magistrats dans l'ensemble des parquets qui soient formés et qui puissent être disponibles en tout temps. L'outil de dangerosité que les procureurs généraux nous ont annoncé pour pouvoir, pour un parquet, déterminer selon une grille qui a été établie par les universités, de dire, ben voilà, il y a eu des menaces, il y a eu une dégradation d'un véhicule, il y a eu du harcèlement téléphonique. Probablement que cet auteur va aller plus loin et donc une forme de grille de dangerosité qui permet aussi de prendre des mesures. Donc, elle s'implante tout doucement dans les parquets, mais trop lentement, bien sûr. Alors, j'aurais envie de dire, et je suis sévère, excusez-moi, que la question des violences faites aux femmes, j'entends bien sur le volet fédéral, ne pensez pas que des aspects préventifs que vous avez tout énoncé, je n'en ai rien, mais ce n'est pas de la compétence du fédéral, donc c'est pour ça que je me focalise sur les mesures de protection et de sanction, qui sont celles qui appartiennent principalement au fédéral. Je vais dire que la violence faite aux femmes pendant Covid, elle a au fond été traitée avec de la même manière que quand on la traite hors Covid. Quand il y a des féminicides qui font plus l'actualité, il y a une indignation générale. Et donc là, tout le monde s'agite un petit peu, mais il y a très rarement des mesures extrêmement concrètes qui sont efficaces avec les moyens qui doivent aussi être adjoints à ces mesures qui sont prises. C'est extrêmement compliqué. Donc ça reste, on travaille depuis 2 ans au fédéral à budget constant, donc améliorer la formation des policiers par exemple, celle des magistrats, remplir des cadres au niveau magistrat, prendre des mesures type, et je l'ai toujours dit, ce n'est qu'une mesure parmi d'autres, type bracelet, etc. Ce sont des mesures qui actuellement ne savent pas être prises parce qu'il n'y a pas de budget et que des budgets complémentaires ne peuvent pas être votés. Sauf que pendant la crise Covid, on a dégagé un certain nombre de moyens et c'était nécessaire pour des mesures sociales, pour des mesures de soutien aux indépendants, maintenant à l'ORECA, au secteur artistique. On aurait pu aussi dégager une enveloppe particulière pour la crise Covid par des mesures de soutien, notamment, je vais dire, à toute une série d'institutions qui auraient pu apporter une aide très concrète. Alors, ce matin, et cette réunion tombe relativement bien, enfin, nous avons voté en commission de l'Intérieur, je m'excuse de le dire, mais du bout des lèvres, parce que c'est bien ça, du bout des lèvres, une importante résolution qui a été déposée par Défi, qui a été co-signée par nous uniquement, donc il faut quand même se dire, mais tiens, où est-on, qui met en avant toute une série de mesures pour justement une forme de plan d'urgence pour la situation de confinement et de la crise Covid de manière générale. Alors, vous voyez un petit peu à quel moment elles arrivent. Alors, je ne fais pas le reproche du tout à Défi, mais les ministres de la Justice et de l'Intérieur nous ont, je m'excuse, baladé depuis des semaines. Toutes les semaines, nous les avons interpellés. Toutes les semaines, nous les avons interpellés sur des mesures à prendre. Oui, oui, bien sûr, certes, on va le faire, ou on imagine le faire, ou on l'a fait, etc. Et donc, pour finir, cette résolution a été déposée avec des axes intéressants, mais c'est vrai qu'il y a des choses incompréhensibles. Il y avait notamment un amendement qui avait été déposé à notre propre résolution pour tenir compte de différents avis sur l'accélération de la formation des policiers en première ligne. Cet amendement-là, il a été baqué. Il y a juste Défi, je veux dire, Défi et nous, malheureusement, ne votent pas en commission parce qu'on n'est pas assez représentatifs. On vote bien sûr en séance plénière, mais pas en commission de l'Intérieur le matin. Ça n'a pas été voté. Donc, je ne sais pas dans quel monde on vit. Le fait de promouvoir les appels par SMS, la prise de contact par SMS, comme ça existe actuellement pour les sourds et malentendants, pour des appels d'urgence,
ça a été baqué aussi. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Alors, cette résolution est un premier pas. Elle aborde toute une série de domaines, notamment aussi les points de contact dans les pharmacies qui ont été beaucoup discutés, de l'information qui peut être dispensée aussi dans des lieux où les femmes, entre guillemets, sont censées, même en période de confinement, fréquenter, c'est-à-dire par exemple les supermarchés, les centres commerciaux, etc. Et donc, il y a toute une série de mesures intéressantes, mais on se rend bien compte que, voilà, alors ça a été voté en plus avec plus d'abstention que de vote pour. Hein. Donc, ça veut dire concrètement, vous le savez, s'il y a des abstentions, entre guillemets, elles ne comptent pas. Donc, mais il y a eu plus d'abstention que de vote pour. Donc, on est devant quelque chose d'hallucinant, alors qu'on a un travail, je vais dire, assez approfondi de mesures, certes d'urgence, mais qui peuvent être pérennisées dans le temps. Hein. Le fait que la police, tous les 3 mois, fasse le lien avec les victimes, objectivement, c'est toujours valable dans 3 mois, même s'il n'y a plus de confinement et plus de crise. Donc, ces mesures, certes d'urgence, mais qui pourraient être pérennisées, voilà, je veux dire, ça n'avait pas l'air d'intéresser grand monde, hein, probablement que les urgences étaient autre part. Alors, c'est voté, ça doit être voté en séance plénière jeudi, donc dans 48 heures. Si un des groupes qui s'est abstenu vote contre, le texte ne passera pas. Hein, donc, il faut quand même mesurer le risque. Alors, je ne le pense pas. En s'abstenant, il savait qu'il n'empêchait pas le texte d'être voté, mais quelque part, ce n'était pas un franc soutien. On peut tous dire à un moment donné, ça ne me convient pas, c'est pas mon nom qui est dessus. Oh ben tiens, c'est pas moi qui en aurait la paternité ou la maternité. Mais à un moment donné, je reconnais que moi, tout ça, j'en ai, mais vraiment jusqu'au-dessus de la tête, parce qu'on oublie l'objectif essentiel qui est celui d'aider, de soutenir, d'écouter, d'entendre les victimes dans une détresse qui était bien importante. Alors, tout ce qui est soutien aux lignes téléphoniques, beaucoup plus, etc., tout ça est dans les résolutions. Donc, je vous rassure sur ce point-là. Donc, on a un peu dépassé les compétences fédérales et même s'il y a eu un renforcement, vous l'avez dit, de ces lignes pour les entités fédérées. Et donc, on a essayé au maximum dans cette résolution aussi de faire lien avec les entités fédérées. Parce qu'on ne peut pas continuer à être dans 2 mondes qui sont complètement écartés l'un de l'autre. Alors voilà en gros et en synthèse le constat un peu amer, je m'en excuse, que je fais par rapport à cela. Ça a l'air très peu de préoccuper notre gouvernement fédéral. Et demain, nous sommes plusieurs à interroger Meul, la ministre Meul, qui est en charge de l'égalité. Alors en se disant, peut-être que si le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice en ont à moitié à faire, peut-être qu'elle... Ce sont des questions qui sont déposées depuis 3 semaines, donc vous voyez aussi le rythme auquel on va. Et donc demain après-midi, nous aurons l'occasion à plusieurs de remonter aux barricades, notamment aussi sur le plan national, sur tout ce que vous venez d'évoquer, parce que bien sûr, nous tenons ça à l'œil. La question des statistiques que vous avez évoquées, que pourtant la Convention d'Istanbul nous impose et que nous avons ratifié accessoirement. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont pas tombées dans l'oreille d'une sourde. Et en tout cas, plusieurs, parce que nous sommes plusieurs et on s'en fout ici de savoir les partis, etc. L'important, c'est que la cause féministe et la cause des violences avancent. Moi, en tout cas, c'est ma seule préoccupation. Et deuxième point, très rapidement, parce que Dorothée l'a évoqué, vous savez probablement, et ça c'est voté, ça a mis du temps, ça a mis des mois, la question du revenge porn, la question, on va dire, de la diffusion d'images ou de vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne, avec non seulement une augmentation des sanctions lorsque c'est commis avec une intention méchante, ça peut être la vengeance, c'est le plus souvent le cas, un couple qui se sépare, monsieur diffuse les photos qui avaient été prises dans l'intimité de madame sur les réseaux pour se venger. Ça peut être aussi une intention de lucre, je diffuse les photos pour me faire de l'argent sur un site porno, où je fais du chantage par rapport à ces photos en disant tiens, si tu me donnes de l'argent, je ne les diffuserai pas. Donc ça c'est important, la sanction, mais ce qui est surtout important pour nous, parce que c'est 90% de femmes, le revenge porn,
c'est que rapidement, il y a une procédure qui puisse faire que ce qui est le plus préjudiciable aux femmes, c'est-à-dire la diffusion, on puisse rapidement enlever les photos avec une procédure judiciaire bien blindée à la clé. Et donc là, on a fait un pas important parce que derrière, il y a les intérêts des opérateurs qui n'ont pas envie de se... Voilà, il y a la soi-disant liberté d'expression et de diffusion. Donc tout ça a fait l'objet de subtils équilibres. On est arrivé à quelque chose de très cohérent et qui est praticable et pour lesquels les victimes seront davantage protégées parce que j'en ai eu des dizaines qui m'ont parlé en disant au fond que l'auteur soit sanctionné, c'est une chose, mais ce que je veux surtout, c'est que ces photos qui nuisent à ma réputation, qui sont culpabilisantes, déshonorantes, dégradantes pour moi, puissent être retirées au plus vite du net. Et donc, c'est la philosophie de ce texte qui sera d'application à partir du 1er juillet, donc c'est demain. C'est dans quelques jours. Et donc, en tout cas, sur ce texte, nous avons reçu un large soutien à force d'arriver avec des amendements, de préciser, d'avoir des avis. Et donc là, c'est une bataille aussi contre une violence terrible qui est faite aux femmes, cette diffusion d'images sans le consentement. Voilà en grande synthèse ce sur quoi nous travaillons dans la violence faite aux femmes, dans les compétences fédérales, étant bien entendu que je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites au niveau des entités, vous l'avez souligné, mais il reste que le fédéral a l'air d'être assez peu préoccupé de ces questions. Merci Vanessa. Et je voulais te poser la question que Anne a écrite sur le chat, là, parce qu'effectivement, les appels à la ligne sont gratuits, mais ce sont les régions qui les payent. Donc, ça pèse lourdement. Donc, je me rappelle, à l'époque, encore du temps d'Alda, on avait envoyé une gentille petite lettre c'était Dominique Leroy à l'époque. Elle nous avait fait une petite ristourne de 10%. Mais effectivement, ça, si on pouvait revenir au fédéral avec le fait, ça c'est une forme de soutien que Proximus, je ne sais pas, qu'on prenne davantage en charge ce coût. Je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas. Non, ça n'a jamais été évoqué. Et tu sais bien que quand chacun peut se renvoyer Oui. le financement d'une mesure ou l'autre, il le fait assez volontiers. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Alors, ce que je voulais également dire par rapport à ça, c'est que la Flandre a une longueur d'avance de manière générale avec ces Justice Family Center qui sont opérationnels. Et donc, ne voyait pas tellement l'intérêt des résolutions, etc., qui étaient votées parce qu'au fond, ils ont un lieu quand même de pluridisciplinarité par province, je pense qu'il y a. Et donc, c'est vrai que ces expériences, elles sont faites à la fois de la prévention, on fait du suivi, ou en tout cas, on met le secteur associatif qui est compétent en relation avec, etc. Et donc, c'est vrai que la Flandre, aussi avec des expériences pilotes d'alerte beaucoup plus poussées qu'en Wallonie, a une longueur d'avance, mais j'ai cru voir qu'à Namur, il allait avoir bientôt, je ne sais pas, il a l'air d'hésiter. En tout cas, j'avais vu que c'était annoncé. Oui, oui, oui. Mais c'est très bien d'attirer l'attention sur le fait que Proximus pourrait, compétence fédérale, pourrait en tout cas être plus soutenant. C'est très pratique et ça quand même pour le budget des régions, ça serait une grande aide. Ok, je vois que Céline parle de l'immigration, mais j'imagine qu'on va en parler rapidement. Je vais peut-être d'abord donner la parole, parce que maintenant on va ouvrir le débat. Merci aux intervenantes. Je voyais que Louise a déjà levé sa main depuis longtemps, donc je lui cède volontiers la parole. Merci d'abord. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Si, c'est très bien. D'accord, c'est parfait. Donc, en fait, voilà, je voudrais bien revenir sur quelques petits points, moi, qui sont, par exemple, la violence. Vous pourriez vous présenter peut-être, parce que, excusez-moi, je ne vous connais pas, moi. S'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Madame Zoëne Louise. Je suis une habitante de Lambermont, qui est un village qui est sur la région verviétoise maintenant. Et j'ai 58 ans, je suis en pré-retraite, je veux dire en retraite même, déjà depuis un bon moment. Et en fait, voilà, en ce qui concerne la violence, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais il y a d'autres formes de violence auxquelles
j'ai eu des contacts avec des personnes qui sont des choses qui sont mises en place, mais qui ne sont pas respectées. Je prends un exemple, sans citer de nom bien sûr, où le SPJ est intervenu donc, dans une situation familiale où c'était une question d'enfants. Donc, pour le moment, les enfants sont placés chez un des parents. Et comme il y avait conflit, qu'il y avait violence de la part du parent qui a les enfants actuellement, il se sert maintenant de ça pour ne pas présenter les enfants, faire les appels vidéo qui étaient suggérés pendant la période Covid ici. Et donc, le SPJ a mis ces choses en place, mais ne les fait pas respecter. Donc, c'est une forme de violence psychologique qui est faite envers la maman. Et je trouve quand même, je ne comprends pas bien comment c'est possible que comment dire, des choses comme le SPJ, le SAJ, tout ça, mettent des choses en place, donnent des ordres en quelque sorte de respecter certaines conditions, mais ne font pas respecter ces conditions. Et ce n'est pas la première fois que je constate ce genre de choses. C'est la même chose, par exemple, lorsqu'il y a une injonction du tribunal qui dit à un monsieur, vous ne pouvez pas approcher à X mètres ou kilomètres du domicile de madame, mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'intervention qui soit faite. Et bien souvent, lorsque la dame téléphone, si elle arrive à téléphoner, excusez-moi, mais le temps que la police arrive, il a cassé la porte, il est rentré, il a cassé la figure à tout le monde. Donc moi, je me dis, là, il y a un manquement quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que faire des lois, oui, il faut en faire, mais les mettre en application, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette difficulté de faire respecter les mesures prises? Quelqu'un a une idée comment y répondre, Vanessa? Oui, écoute, je pense que c'est aussi toute la faiblesse du système. C'est qu'une fois que des décisions de justice, si on en a une, sont prises, la difficulté, effectivement, de faire respecter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, il y a eu la semaine dernière toute une soirée consacrée aux violences faites aux femmes sur France 2. Il y a eu 3 reportages d'affilée, d'abord avec des situations de femmes, de féminicide, et puis avec un débat, et ensuite la situation justement plus des hommes et de leur prise en charge comme auteurs, etc. Et donc, ils expliquaient notamment dans le débat que pendant le confinement en France, s'il y avait, je vais dire, une violence, etc., 3 heures après, l'auteur présumé était écarté du domicile. C'est pas la femme avec les enfants qui déménageait et qui devait se loger où pouvait se loger, c'était 3 heures après. Et donc, on a d'autres États y arrivent. De manière plus globale, au niveau de l'Espagne, vous savez, là, toute la politique qui est menée de prévention, d'accompagnement, de jugement très rapide et de mise en œuvre effectivement de ces jugements. Donc, c'est tout à fait désastreux ce que vous évoquez, madame, comme situation. Malheureusement, la police va répondre, on n'a pas les moyens de suivre tout le monde. La justice va dire, nous, c'est pas possible non plus. Et donc, on est là en train de se dire, au fond, c'est comme ça et tant pis. Et donc, c'est bien pour ça qu'on doit mettre en place des dispositifs de suivi beaucoup plus importants pour, à un moment donné, mesurer effectivement la dangerosité et le risque de récidive et de récidive beaucoup plus important. Donc, voilà, on peut faire que le constat du manque de moyens de la justice et de la police qui ont été quand même largement, je vais dire, auxquels on a enlevé largement des moyens depuis quelques années. Oui, mais ne pensez-vous pas quand même, parce qu'il y a moyen et moyen, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai vécu la situation il y a quelques années d'ici, où par exemple, vous aviez une soirée qui se passait tranquillement, parce qu'un voisin avait téléphoné en disant ça va un peu trop fort, vous avez 8 policiers qui débarquent avec un chien. Ils avaient les moyens pour débarquer, oui, pour quelque chose où il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de dispute, juste une petite plainte. Là, ils avaient les moyens. Mais vous avez une femme qui téléphone au secours, mon mari veut me tuer, il vous a déjà touché, il vous a déjà… Non, rappelez quand il l'aura fait. Il y a quand même un souci
à ce niveau-là. Donc là, c'est vrai, il y a des moyens, c'est vrai actuellement qui ne sont plus efficaces ou pas suffisants en tout cas, mais il y a des logiques aussi qui ne le sont pas. Ouais. Oui. Et ça, c'est la question qui était évoquée, je ne sais plus par qui, Céline, je crois, avec les priorités au niveau des zones de police. Hein. Alors, Ben, je Dominique, pense, oui, mais voilà, on a bien compris. Pardon, je voulais juste revenir 2 secondes, pas plus, sur le coût de la ligne téléphonique et de Belgacom et Proximus, etc., pour rappeler qu'il faudrait voir aussi les choses en termes macroéconomiques. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'était énorme le coût pour l'État fédéral et les entreprises des violences en termes d'absence pour des raisons médicales, en termes d'incapacité, en termes d'hospitalisation, de médecins, etc. Et que ces chiffres avaient été faits par l'Association pour la solidarité, je crois, avec laquelle le CDH travaille, il y a Denis Stocking, ça notamment. Et il y avait eu des chiffres extrêmement intéressants, je peux les mettre à votre disposition si vous souhaitez. C'était des 400 millions, c'était des sommes extravagantes, enfin, énormes, que ça coûte à l'État. Donc je pense que le reste, ce sont des économies absolument ridicules de demander. C'est bien d'avoir 10% sur les communications, mais il faut voir ce que ça coûte en termes global à la société, ces violences. Pour parler très chiffres. Voilà, c'est tout. Céline, tu voulais reprendre la parole? Oui, c'était juste pour ajouter que, en effet, il y a un manque de moyens qui est souvent invoqué, mais c'est surtout un manque de volonté. Et donc, ce qui est super rageant, c'est que c'est comme ça depuis longtemps et qu'on s'affronte toujours au même mur. Comme l'a dit Madame Matz par rapport à la commission de l'Intérieur, en fait, ils s'en foutent, quoi. Et donc, bon, pas tous, évidemment. J'ai tendance un peu à mettre tout le monde dans le même sac parce que c'est insupportable. C'est vraiment insupportable, quoi. Et donc, quand tu trouves une personne au niveau de la police et de la justice ou des politiques qui ont un peu d'écoute par rapport à ça, derrière, tu en as 100 autres qui n'en ont vraiment rien à faire. Donc, c'est vraiment pesant. Et donc, ce que je veux dire, après, pour ne pas me plaindre tout le temps, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on voit alors où est-ce qu'on peut agir, là où on peut avoir des leviers. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, les régions et les communautés ont bougé sur la crise du Covid. Au niveau des régions et des communautés, on pourrait mettre des moyens pour des travailleuses et des travailleurs de terrain qui interviennent à côté de la police et de la justice, qui ne fait pas son travail, la police et la justice. Ils ne font pas leur travail, il faut insister pour qu'ils le fassent, mais tant qu'ils ne le font pas, peut-être que d'autres pourraient le faire et peut-être même mieux. Parce que si c'est des travailleuses et des travailleurs sociaux qui sont formés à prendre le temps pour accompagner les victimes et suivre les auteurs, ça peut être beaucoup plus efficace aussi. Hein. Et donc, on a bien vu, comme Anne expliquait aussi, qu'on n'a pas besoin tout le temps d'avoir une intervention de la police pour faire baisser la dangerosité. Aussi, en travaillant avec les auteurs, ça permet d'éviter la récidive. Donc, on peut développer d'autres méthodes que la méthode répressive, peut-être et judiciaire. Et ça appartient aux communautés, aux régions. Donc, peut-être que là, comme on a des ministres droits des femmes en Wallonie, à Bruxelles et en communauté française qui sont assez, on sent qu'elles sont quand même assez alliées avec nous, ben peut-être que là, ça pourrait être une voie pour avancer, quoi. Ouais, merci. Alors, une autre question ou une autre intervention? Alors, je vois Arnaud. Vas-y, Arnaud. Tiens, Alors, Arnaud, on ne t'entend pas. Il n'a pas mis son micro. Mets ton micro. Enlève le micro. Ah, voilà. Ah, c'est arrivé. Voilà. Non. Décidément. Un petit problème là de technologie. En attendant, c'est Voilà. Vas-y. Alors, peut-être te présenter. Oui, donc, je m'appelle Arnaud Tian, je suis namurois et en fait, donc, je travaille dans le monde humanitaire. Je suis officier de sécurité diplômé des Nations Unies, mais je travaille pour la Commission européenne pour tout ce qui est volet humanitaire et ma spécialité, c'est la sécurité. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu rebondir sur ce que disait Céline, parce que justement, elle parle d'acteurs de terrain. Moi, je suis un acteur de terrain et je la rejoins totalement là-dessus. Je pense qu'effectivement, on a beau mettre des ressources, on a beau mettre des moyens, on a beau écrire des belles politiques et même faire voter certaines lois. Tout ça, pour moi, c'est l'emballage, mais après, il faut qu'il y ait des actes concrets derrière. D'ailleurs, j'étais très étonné et assez surpris d'entendre que les policiers ne sont pas formés, mais juste sensibilisés. Ils ne sont même pas obligés d'être formés, alors que les officiers de sécurité dans le domaine dans lequel je travaille sont obligés non seulement d'être sensibilisés, mais aussi de passer un examen parce qu'ils sont officiers de sécurité. Et les employés, eux, passent un examen qu'ils peuvent rater un certain nombre de fois pour finalement
prouver aussi qu'ils ont les connaissances en la matière. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut intervenir aussi. C'est sur la sensibilisation. Je voyais que dans le chat, certains parlaient de plusieurs ministères. Je pense qu'il y en a un qui est aussi très important, c'est le ministère de l'Enseignement, où je pense qu'on peut, parce qu'un mot-clé, c'est justement la formation, sensibiliser dans les écoles aussi à Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. de genre, quoi. Pas seulement d'ailleurs les violences aux femmes qui doivent être inclus dans ça, évidemment, mais tout ce qui est violence de genre. Et je voulais dire que la formation, ça peut aussi passer là très concrètement dans tout ce qui est organisation publique et sensibiliser tous les employés qui sont ou qui ne seront pas d'ailleurs confrontés à du public pour qu'eux aussi puissent quelque part faire partie de gens qui seront capables de devenir des sortes de lanceurs d'alerte, si vous voulez. Et on sait que c'est difficile, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, pour une femme parfois battue d'aller voir un policier pour faire constater ça. Elle va aller chez le médecin et puis elle va rentrer à la maison souvent. Et donc, parfois, avoir un collègue aussi qui peut ressentir, tiens, elle a un problème, je vais essayer de parler avec, avoir des points focaux aussi dans les sociétés. Enfin, vous avez beaucoup parlé de prévention et je me dis que vous faites un super travail de prévention, mais je pense qu'on peut encore aller encore plus loin dans la prévention et c'est ça que je voulais dire par la formation. Et même pour moi, d'un point de vue de l'enseignement aussi, parce qu'avant ça existe. Ça existe, mais je trouve que c'est un peu léger. C'est un peu léger. J'ai l'impression qu'on a peur de… comment dire déjà, il faut maîtriser les questions de genre pour bien les expliquer aux jeunes, pas aux enfants, mais aux jeunes. Et je pense qu'on est un peu encore frileux en Belgique à ce niveau-là, alors que ça donne… Ma zone d'action principale à moi, c'est l'Afrique, et ça donne de très bons résultats en Afrique. À tel point qu'une femme battue, on va voir les hommes du village et parfois certains jeunes sortir, ils ne font pas justice eux-mêmes, mais je veux dire, voilà, ils vont éloigner l'agresseur de la femme et ils vont le tenir à distance, lui parler, tant que le gars n'est pas capable de comprendre que ça ne se fait pas, ben, ils ne laisseront pas rentrer à la limite dans le village. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a moyen d'avoir des bons résultats. Malgré le Covid, ici en Belgique, j'entendais qu'il y avait 3 fois plus d'appels. Bon, en Afrique, la moyenne pour l'Afrique, c'est 2 fois plus d'appels pendant le Covid. Donc, les choses se font, elles ne sont pas parfaites. Mais voilà, je pense que la formation, c'est très important. Et dans les milieux professionnels aussi. Le privé, c'est difficile d'aller imposer quelque chose, mais dans le public, justice, police et enseignement, santé, etc., je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les gens à ces questions et faire des chartes aussi de bonne conduite, etc., qui sont vraiment intégrées dans un règlement d'ordre intérieur, pas seulement pour faire une charte que personne ne va lire parce qu'il n'y aura pas de sanction en cas de manquement. Je pense que la sanction, c'est dommage, je préfère la prévention, mais je sais que parfois il faut sanctionner aussi, donc il faut prévoir tout ça et ça ne doit pas être juste un emballage, ça doit être quelque chose qui donne accès à des actes concrets. Donc en termes de ressources, on parlait de moyens, je pense qu'il doit y avoir des ressources humaines aussi dans les sociétés, hein, des points focaux, des psychologues éventuellement, etc. Voilà, c'est juste pour dire ça. Merci beaucoup. Alors, une autre question, une autre réflexion. Normalement, le débat s'arrête dans 10 minutes, donc c'est le moment. Si vous voulez apporter un témoignage, un angle qui n'a pas été abordé. Yamina, il faut juste ouvrir ton micro. Peut-être te présenter aussi. Voilà, moi je suis un petit peu désespérée parce que j'ai l'impression qu'on mène plusieurs combats et qu'il y en a, il y en a pas beaucoup qui s'achèvent. Je me disais que stratégiquement, on devrait vraiment se centraliser, se focaliser sur un point à la fois. C'est vrai que bon, c'est un petit peu difficile, mais je pense, si moi j'avais une demande à faire et un point sur lequel j'ai envie qu'on se mobilise et qu'on règle une fois pour toutes,
c'est la plainte. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une femme est décidée à porter plainte, je trouve d'abord la plainte elle a des répercussions à beaucoup de niveaux sur la garde des enfants, sur le domicile, sur le titre de séjour, sur la reconnaissance psychologique, sur l'emploi en termes d'incapacité de travail, etc. Elle peut avoir une répercussion sur les statistiques si elle est bien faite. Elle peut avoir une répercussion sur l'auteur si elle est bien faite aussi. Et donc, moi, je trouve que pour moi, c'est vraiment une question de motivation et de volonté. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les plaintes ne se font pas, par exemple, au service famille, service jeunesse qui existe déjà. Puisque les plaintes, il faut intervenir très vite dans des cas très dangereux, ça, les policiers peuvent reconnaître assez vite que c'est dangereux, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut prendre madame, qu'il faut réagir. Les autres situations où les policiers ne reconnaissent pas qu'on est dans de la violence, on peut appeler ça différent ou quoi, souvent ils vont démotiver la femme à porter plainte et donc cela veut dire aussi que la femme pourrait porter plainte le lendemain. Je dis ça parce que souvent le service jeunesse est ouvert en matinée je crois de 9h jusqu'à 16h. Eh bien, je suis sûre que si les femmes victimes de violences conjugales savent qu'elles peuvent aller au service famille porter plainte, elles le feraient le lendemain parce que souvent, il y a une fiche informative qui est faite ou une main courante, etc. Elles prennent souvent ça pour une plainte et donc elles ne redéposent pas plainte. Donc, si elles savent qu'elles peuvent reporter plainte le lendemain, accompagnées de quelqu'un si nécessaire, elles pourraient le faire dans ce service-là. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne détache pas une personne qui serait vraiment dévolue pour reprendre les plaintes et que ce soit une ou quelques personnes qu'on forme. Parce qu'il faut former dans les violences conjugales. C'est comme nous ici, nous sommes concernés par les violences conjugales parce que nous sommes concernés par les situations des femmes, par le genre, etc. Parce que nous sommes femmes, parce que nous savons ce que c'est que le sexisme. Pour les hommes, c'est encore plus difficile et pour les policiers, c'est encore plus difficile. Donc, il faut vraiment détoucher des personnes qui sont volontaires et qui sont motivées. Il ne faut pas vouloir former tout le monde parce que je trouve que les policiers, c'est comme un peu beaucoup de gens, ça ne les intéresse pas, ils ont envie de faire autre chose. Ils doivent être sensibilisés, certes, pour pouvoir réagir au minimum dans certaines situations, mais ceux qui sont motivés et sensibilisés, et il y en a, eux doivent pouvoir être formés et c'est eux qu'on doit pouvoir détacher pour faire des plaintes, pour que les plaintes puissent se faire correctement. Parce que quand une femme porte plainte, c'est souvent qu'elle est au bout d'un cheminement. Ça veut dire qu'on sait que pour qu'elle puisse porter plainte, souvent, elle ne porte jamais plainte pour un oui, pour un non, on le sait bien, c'est qu'il y a eu souvent des violences, c'est souvent qu'elle est sortie d'une minimisation, donc elle est décidée, elle a pris conscience, et souvent quand elle porte plainte, c'est très très important qu'elle soit bien faite parce qu'on sait que ça peut avoir des répercussions énormes dans la famille si elle retourne au domicile. Et donc, ça peut être très dangereux parce que quand dans notre grille de lecture de processus de domination conjugale, on sait très bien que quand elle porte plainte, elle est dans le contre-pouvoir. Quand elle est dans le contre-pouvoir, ça peut être très dangereux pour elle. Donc, moi, j'ai vraiment envie, je sors de toute cette expérience de confinement et j'ai coordonné l'hôtel qui a été mis à disposition donc, des femmes de victimes de violences conjugales. Et les femmes ont moins porté plainte. Il y a eu plus d'infos, de fiches personnelles, de mains courantes par rapport aux policiers parce que bon, le contact était difficile. Donc, il y a beaucoup de plaintes qui ont été remises à plus tard. Et voilà. Donc, moi, je trouve que maintenant, aujourd'hui, quand il y a les femmes qui n'ont pas pu porter plainte pendant le confinement, quand elles y vont maintenant, il y a beaucoup de policiers qui ne comprennent pas pourquoi, qui disent c'est trop tard ou il n'y a pas de certificat. Donc, on se rend compte qu'au niveau de la plainte, on est vraiment mais très, très, très loin.
on n'a pas fait grand-chose comme évolution par rapport à ça. Donc, je me dis, si on pouvait se concentrer sur un point et qu'on y va à fond, ce serait bien. Et je trouve qu'on abandonne des tas de choses comme ça, comme par exemple, je suis sûre que le dispositif pharmacie, on va l'abandonner alors que ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose qu'il faut mettre en place. Mais voilà. D'accord. Je vais laisser la place aux autres parce que je sais. Oui, mais c'est vrai que cette idée donc moi je ne comprends pas très bien quand vous dites déposer plainte au service famille au niveau de la police. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lieu et des personnes qui sont formées et spécialisées, pas tous les policiers, et qu'il faut qu'il y ait un lieu spécifique. Quoi. Oui, mais ça existe. C'est pas spécialement service famille, mais il y a normalement toujours des assistantes de police qui prennent plutôt en charge dans les commissariats qui sont plus ou moins volontaires. Ça peut exister, quoi. Enfin, je veux dire, parce que je parle de Namur, il y en a un. Donc, oui, mais non, à Bruxelles, ce n'est pas le cas du tout. On va au guichet et c'est celui qui est là qui vous accueille. C'est ça qui se passe, quoi. Moi, que c'est toujours le passage obligé. Je pose même l'expérience de Namur où quand il y a des services plutôt pour les victimes de violence, c'est le problème. C'est vrai qu'il y a toujours le passage obligé du guichet, quoi. Qui est un peu mais non, même le guichet, après, elle va chez le policier qui est là, qui est présent. Il n'y a pas quelqu'un qui est détaché, qui est formé, et il n'y a pas un lieu spécifique où elles peuvent être reçues. C'est de ça dont je parle. Oui, par exemple, par rapport à ça, Dorothée, pour j'avais dans la panoplie de propositions que j'avais déposées au mois de septembre dernier, sollicité le fait que chaque victime puisse déposer plainte à l'hôpital. Alors, c'est le cas actuellement dans les 3 centres que tu as mentionnés, entre guillemets, uniquement pour les violences sexuelles. Moi, je voulais d'abord qu'on puisse, je vais dire, je ne dis pas dans chaque hôpital, mais si, pourquoi pas, et au-delà des violences sexuelles. Parce que faire la démarche après, de se dire, je dois me taper le commissariat, je vais devoir de nouveau raconter l'histoire, etc., elles n'y vont pas. On avait plusieurs témoignages autour de nous de femmes qui avaient été harcelées et aussi violentées légèrement, qui voulaient faire constater, je vais dire, au niveau de l'hôpital. Elles sont rentrées chez elles après, elles ne sont pas allées déposer plainte. Donc moi, je pense qu'on doit généraliser, et donc forcément qu'il y ait quelqu'un qui soit habilité à le faire et qui soit formé à le faire dans les hôpitaux. Déjà, on a à ce moment-là un lieu de réception, je vais dire, qui évite de devoir faire 10 trajets et raconter 10 fois la même chose, alors que c'est déjà pas facile de le faire. Merci Vanessa. Dominique, tu voulais… Non, très rapidement, évidemment, c'est ça l'avantage des CPVS, c'est qu'il n'y a pas de victimisation secondaire. Mais justement, dans l'émission à laquelle vous faisiez allusion, Vanessa, Action France 2, que j'ai même réécouté le débat en prenant des notes, il y avait cette chose que j'ai beaucoup appréciée, ce mot de quand on va porter plainte, il faudrait avoir une présomption de crédibilité. Et j'aime beaucoup ce mot. Et il est vrai que quand vous allez au commissariat pour dire que vous avez perdu, qu'on vous a volé votre sac à main, on ne vous demande pas si vous étiez drogué, si vous aviez bu, si vous aviez pris une ruelle, comment vous étiez habillé, est-ce que vous étiez décolleté. Et quand on va porter plainte, et j'aime beaucoup ce mot qu'il faudrait retenir de présomption de crédibilité. Je l'ai trouvé très fort. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qu'il va falloir réutiliser. Et puis, juste pour dire aussi, les femmes ne demandent pas forcément que, enfin bon, on pourrait en parler des heures et des jours, mais qu'il y ait une condamnation. Elles demandent simplement que la violence soit déjà reconnue. Hein. Et quand on parle des classements sans suite, ça ne veut pas dire que le juge a jeté le dossier dans la poubelle. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas assez d'éléments. Et si on prenait le temps, le juge, de se déplacer 2 secondes auprès de la personne pour lui dire « Madame, on vous croit, mais il n'y a pas encore assez d'éléments, donc c'est classé sans suite, mais s'il y a de nouveaux éléments, on ressortira votre dossier », c'est quand même beaucoup plus agréable que d'entendre crier « classé sans suite » quand on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Et pour être crue, il faut qu'elle soit accueillie par des policiers motivés et qui se sentent concernés. Oui. Ça, c'est ce que je pense. Oui, évidemment. Ok. Et il y en a, mais bon. Une dernière intervention, il me semblait bien, Béatrice, que tu ne pouvais pas partir. Bonsoir tout le monde. C'était très intéressant.
Mais je voulais dire que les confinements vont nous pousser vraiment à réfléchir beaucoup, malgré qu'on dit qu'on a tendance à s'éparpiller. Mais avec le confinement, moi, j'ai eu des situations qui vont nous pousser à réfléchir sur d'autres formes de violence qui se sont créées, mais d'une façon souvent dans les personnes qui m'ont appelé ou dans les personnes que j'ai appelées pour garder les liens. Il y avait par exemple beaucoup de femmes travaillant en première ligne comme aides-soignantes, comme infirmières et tout, mais qui ont constaté par exemple que les maris qui restaient à la maison ne faisaient rien. Alors, ils ne faisaient rien, ils ne s'occupaient pas des enfants, donc les enfants étaient comme en prison, de sorte qu'elle se demandait ce que je peux dire à mon hôpital de ne plus y aller. Et donc, ça, c'est une chose. Et une autre situation que j'ai eue, donc les maris, dès qu'ils voyaient sa femme arriver, ils s'arrangeaient pour partir. Donc, ils trichaient par rapport au confinement. Et ces femmes-là sont restées avec des angoisses et ne savaient pas où placer ces comportements du mari. Moi, j'ai proposé, par exemple, est-ce que vous voulez qu'on signale que quand même, votre mari vous met en danger au niveau même sanitaire? Pour moi, c'était quelque chose de grave, puisque les femmes comme ça avaient mal au ventre, puisque les enfants déjà à la maison, il n'y a pas... Elles devraient organiser pour que les enfants fassent quelque chose à la maison, mais les maris trouvaient que dès que la femme rentrait, lui, il partait, mais clandestinement. Ou qu'est-ce qu'il allait y faire? Est-ce qu'il ne se mettait pas en contact avec les gens qui ont la maladie ou pas? Donc, c'était des angoisses, mais qu'on n'a jamais eu, donc qu'on n'a jamais... Si j'ai proposé à une femme d'appeler la police et de dire, moi, si vous voulez, je suis seule à 22h, il va rentrer pour les chocs, quoi. Mais c'est dire, la femme dit, je ne sais pas si je vais appeler ça violence, puisque pour lui, il a gardé les enfants et maintenant, lui, il sort. Donc, c'est dire, quoi, je ne sais pas. Cette violence, elle est complexe et ça me fait peur. Je crois que nous devons réfléchir comment, s'il y a confinement prochainement, comment est-ce qu'on va faire quand il y a des cas comme ça? Moi, j'ai découvert ces comportements un peu pervers. Voilà. Merci. Je ne sais pas. On va amener ça en éducation permanente ou je ne sais pas. Moi, ça me tient à cœur. Merci Béatrice pour le témoignage. Encore quelque chose pour tout le monde? Sinon, Ben, personnellement, moi, je voudrais quand même bien ajouter une petite chose, parce qu'on parle beaucoup de policiers et tout ça, mais je connais une dame qui habite pas loin de chez moi, qui pendant 30 ans a subi de la violence et était mariée, c'était un gendarme à l'époque. Et donc, elle n'avait pas d'ouverture pour aller déposer plainte parce que c'était un gentil avec ses collègues. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Quelle solution dans ce cas-là? Parce qu'elle est pieds et poings liés. C'est sûr que les problèmes de violence, c'est toujours extrêmement compliqué. Oui, voilà. Et c'est là que je voudrais suggérer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu comme on a fait système pour les enfants qui subissent la pédophilie? Ils ont mis en place un petit système comme ça à l'intérieur de la police, de policiers formés spécifiquement pour ce genre de cas, mais alors faire ça avec des femmes. Parce que est-ce qu'une femme qui est violentée, violée, n'a pas plus facile de parler à une autre femme qu'à un homme? Ouais. Mais ça, c'est le problème des zones de police. Mais comme je dis, comme on a parlé de l'autonomie des zones de police, donc c'est vrai qu'il y a des zones de police où ça se fait, où il y a des services, et effectivement, ce sont plutôt des assistantes de police et qui parfois ont une formation plutôt d'assistante sociale que de policière. Qui, voilà. Je pense que c'est de la bonne volonté et il y a des conseillères communales parmi nous. Donc, c'est vrai que ce sont des questions à poser aux zones de police. Parce que des femmes policiers, il y en a. Pourquoi est-ce qu'on ne les formerait pas spécifiquement à ça? En tout cas, sur ça de volontariat. Ça se fait dans certains commissariats. Donc, ça dépend voilà, du chef de zone, s'il est sensible à la question ou pas. Mais c'est là la question, justement. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que ça soit étendu à toute la Belgique? Oui, mais c'est ce que Céline Caudron disait. Il a normalement, puisqu'il y a autonomie des zones de police, à part qu'une directive spéciale Covid, mais quand on voit qu'il y a peu d'intérêt au niveau fédéral, voilà. Je dis, c'est vrai qu'ici, on est dans un milieu politique, il y a plusieurs conseillères communales, on peut poser la question, mais c'est vrai que même si on pose des questions, c'est pas encore pour ça que le chef de corps
décider que ça doit être la priorité des priorités. C'est vraiment… Évidemment. Il faut revenir toujours à la charge. Alors, je vois Marie qui veut prendre la parole. Voilà, et on va peut-être terminer là. Voilà, juste intervenir 2 petites secondes ici pour signaler, moi j'ai une amie qui vient de terminer ses études d'inspectrice de police et ils ont eu des cours justement sur la sensibilisation aussi bien contre la violence plus sur les femmes, mais pour toutes les violences. Donc maintenant, à l'école de police à Bruxelles, ils les initient par rapport à ça. Mais c'est pas évident. C'est pas bien réceptionné par rapport à certaines personnes. Donc, mais c'est vrai que c'est sûr que du temps, quand Joëlle était ministre de l'Intérieur, elle avait voulu travailler sur les formations des policiers, etc. Mais effectivement, on ne peut pas dire qu'il y avait un accueil chaleureux. Et ce qu'il y avait eu quand même comme 2 instruments, je le dis là pour les conseillères communales de nouveau, c'est une charte égalité-diversité. Et donc, évidemment, ce sont des chartes, on n'avait pas réussi à les imposer, mais c'est une des chartes pour qu'il y ait plus d'égalité et de diversité dans la police, donc vraiment pour encourager le recrutement des femmes. Il y a plus ou moins un tiers de femmes à la police, mais le problème, c'est plutôt dans des tâches administratives. Mais bon, moi, je l'avais quand même utilisé au niveau de Namur, je les ai quand même, et j'interviens souvent pour demander, j'ai réussi à ce qu'elle soit signée par le chef de corps, ce qui ne veut pas encore dire qu'il va révolutionner ses pratiques, mais bon, c'est une occasion de tout, parce que je crois qu'effectivement, s'il y a plus de femmes dans la police, ben voilà, ce sera aussi peut-être un meilleur accueil des femmes aussi dans la police. Alors, l'idée, c'était aussi que chaque policier signe cette charte, mais ça, on n'y est pas arrivé, ou au moins à un moment donné, il y avait la question, au moins ceux qui sortent de l'école de police la signent. Voilà, maintenant… voilà, personne ne sait que ces chartes existent, donc voilà, quand j'ai l'occasion d'en parler, si on tape, parce que c'est bien mis, police fédérale, on peut retrouver ça facilement sur leur site. C'est un outil comme un autre pour essayer de faire parler un peu de ces problèmes-là dans un conseil communal ou au conseil de police. Voilà, je vois qu'il y a encore Dominique qui veut intervenir. Oui, pardon, je suis désolée, je voulais d'abord remercier Madame Matz et je voudrais… parce qu'elle a l'air de se battre contre des moulins à vent. À votre avis, pourquoi ça n'intéresse pas vos collègues? Enfin, je veux dire, ma question est un peu… mais pourquoi ça ne les intéresse pas? Pourquoi est-ce qu'ils nient la réalité? Est-ce qu'il y a des choses plus… est-ce que ce n'est pas politiquement intéressant pour eux de se battre là-dessus? Est-ce que… je ne comprends pas, parce que même en France, où au début j'avais un peu des doutes sur Madame Schiappa, il faut reconnaître que ça a quand même vachement avancé. Donc, je ne comprends pas pourquoi dans ce pays qui est quand même assez ouvert, c'est un pays très ouvert, pourquoi ils s'en fichent. Voilà. C'est une question très compliquée à laquelle malheureusement, et peut-être que c'est de manière plus globale qu'il faut prendre les dossiers. Je regrette toujours qu'il y ait une forme d'indignation quand il se passe quelque chose, où tout le monde fait la course A, et au moment où il faut effectivement mettre en œuvre, voilà, l'événement est passé et donc ce n'est plus porteur. Je pense que l'éclatement des compétences, objectivement, ne simplifie pas les choses. Quand on prend la France et l'Espagne notamment, qui ont des politiques extrêmement, enfin, surtout l'Espagne, beaucoup plus fortes en matière de lutte contre les violences et plus globalement d'égalité des genres. D'abord, ce sont des compétences qui ne sont pas éclatées. Ça permet de ne pas dire « oh, mais c'est de la compétence de l'autre, ben, tiens, on va lui filer le dossier, etc. » Et peut-être qu'actuellement, les ministres en charge justice intérieure, c'est objectivement pas leur préoccupation. C'est pas du tout pour dire, mais quand on a eu une femme ministre de l'Intérieur, on a quand même eu un certain nombre d'avancées qui ont, sur ces points-là, qui avaient naturellement en plus l'égalité des chances dans le même paquet, dans son même portefeuille ministériel. Donc c'était beaucoup plus important. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre quand on voit l'appel du secteur associatif pour dire, là, en confinement, je parle même qu'en confinement, parlons que de ça. Il y a des appels plus importants. Quand ils arrivent, ils sont très avancés dans la dangerosité. Si elles appellent, c'est vraiment que c'est une situation de détresse et pas de crise, comme certains disent. Hein, donc vraiment,
Et voilà, je pense que c'était pas la priorité de la police, c'était de faire respecter les règles de confinement. Et ça, c'est visible et les gens étaient contents qu'on fasse ça. La violence, tant que ça vous arrive pas, au fond, c'est politiquement, est-ce que c'est porteur? Voilà, c'est ça. C'est pas très fort non plus. Donc, je pense qu'il y a plusieurs pans. Et je dis l'éclatement des compétences ne doit pas, même si j'entends bien qu'il y a un certain nombre de niveaux de pouvoir qui ont pris leurs responsabilités, mais de manière pas très fluide et coordonnée, pas de manière très transversale. Il a quand même fallu attendre quand le 8 mai pour avoir la conférence interministérielle. Alors oui, mais le 8 mai, on avait commencé mi-mars à être confiné. Allez, c'est pas très sérieux. Merci beaucoup, merci. Courage Courage à vous. Oui, mais à vous, surtout au secteur associatif, parce qu'il faut continuer. Hein. En général, vous faites plus bouger les choses que n'importe qui dans ces dossiers-là. Oui, mais on va voir le rapport. Moi, j'attends beaucoup du rapport Grevio du Conseil de l'Europe. Hein. J'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tout le monde. Céline, tu voulais encore ajouter quelque chose, Céline? Moi, je vais vous dire au revoir parce que mes enfants ont faim. Je voulais quand même terminer par un truc parce que c'est bien de faire du travail politique et heureusement qu'on a des alliés là-dedans parce qu'il faut faire ce travail dans les institutions et tout ça, voilà. Mais qu'il faut aussi construire un rapport de force dans la rue, en fait. Il n'y a que ça qui marche, il n'y a pas non plus de 36 000 solutions. Les pays où ça bouge, en Espagne, c'est parce que les mouvements féministes sont depuis des années sont dans les rues. Parler de ça tout le temps et ils font plein d'actions, en fait. Et donc, si on ne fait pas ça, je pense que malheureusement, on peut encore traîner longtemps. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à travailler à différents niveaux et travailler ensemble et avancer dans ce sens-là. Mais bon, moi, je crois qu'on y arrivera. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Donc, voilà. Mais attention, avec la crise, il ne faut pas qu'on perde les peu de moyens qui se trouvent dans les associations. Ouais. Que si on n'a pas la capacité financière. Béatrice, pour terminer avec un message d'espoir, on va essayer de conserver ce message d'espoir. C'est vrai que les dernières mobilisations du 25 novembre, notamment, on a vu beaucoup de femmes. Donc, voilà, mais c'est vrai que ça ne reste jamais, ça reste toujours difficile de parler d'égalité. Je crois que ça reste des sujets tabous. Ce sont les questions des rapports de force entre les hommes et les femmes. Voilà, et le pouvoir, voilà, il y en a certains qui préfèrent le garder. En tout cas, merci beaucoup pour vos idées, vos suggestions, votre mobilisation. Merci à Vanessa pour sa présence. Et tu vois qu'on compte beaucoup sur toi. Et c'est gai aussi. Les épaules. On était nombreuses et nombreux. Donc, c'est quand même aussi, ça fait plaisir de savoir que ça mobilise. Et voilà, je crois qu'effectivement, moi, je crois beaucoup aux solidarités féminines et mobilisation. Donc, il ne faut pas se décourager. Je crois il y a quand même aussi beaucoup plus de femmes en politique. Je vois bien mon conseil communal à Namur. On est majoritaire, c'est toujours plus facile. Mais bon, même en étant majoritaire, vous n'êtes pas parvenu à convaincre le chef de corps de faire la lutte contre les violences une priorité des priorités. Mais voilà, je crois que c'est un combat. Merci à toi, Dorothée, parce que c'était vraiment un très, très fructueux débat. Merci. Magnifique. Voilà. Oui, merci. Et bien alors, je vous en prie, mardi prochain pour l'organisation familiale. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.